il n'y a que les hommes qui osent, qui échouent. Et la plupart des gens qui se moquent de ceux qui échouent n'osent pas tenter. Salut à toutes et à tous et bienvenue de l'autre côté. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de notre entretien avec Monsieur Hervé Ouedraogo. Dans cette deuxième partie, il nous parlera de ses enfants et de la conception de l'échec qu'il leur a inculqué. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions sur le WhatsApp de l'émission au 0033 6 19 88 45 88. Mon nom est Abdel Noël Zala. Vous êtes sur la radio Myria. Bonne écoute. Quand vous êtes quelqu'un qui entreprend, par exemple, et qui échoue, tout le monde pense qu'il est incapable. Vous voyez, par exemple, quand quelqu'un rate son mariage, on dit qu'il n'a même pas été capable de gérer son foyer. Donc, l'échec apparaît comme une incapacité. C'est comme si tout ce qu'on entreprend devrait réussir. C'est comme quand je vous demande, donnez-moi quelque chose. Il y a deux réponses possibles. Ou vous me le dites oui, ou vous dites non. Les deux réponses font partie de l'univers des possibles. Donc, quand on entreprend, c'est pareil. Ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, il ne faut pas croire qu'il y a eu mal donne. Cette dualité-là, elle existe dans la nature. Le oui et le non, le jour et la nuit. Mais l'échec et le succès aussi. Cette dualité-là, elle existe dans tous les compartiments de la vie. Le chaud et le froid, etc. Donc, il y a l'échec et le succès. Donc, il n'y a aucune raison que nous pensons que l'échec est une honte. Non. L'échec est une opportunité pour mieux rebondir. Quelqu'un a dit que quand on a perdu quelque chose, il ne faut pas en perdre la leçon. Et l'échec est un paquet de leçons. Est-ce que vous pensez que la conception que l'échec, que la société force sur l'enfant, parce que ça commence dès le bas âge, est-ce que ça aide l'enfant à se surpasser ou bien est-ce que ça le fait couler? Ça va dépendre du caractère de l'enfant. Si c'est des enfants qui sont hypersensibles, ça peut les faire couler. Ça peut faire que l'enfant perde entièrement confiance en lui. Si c'est des enfants qui sont hyper réactifs, ça peut être un stimulant. Donc, on ne peut pas donner une réponse qui satisfasse à tout parce que c'est fonction de votre caractère. Lequel caractère a un fort pourcentage d'inné, génétique, machin, etc. Donc, nous-mêmes, en tant que tel que nous sommes là, sommes déjà le produit de facteurs que nous n'avons pas maîtrisés. Alors, donc, quand l'échec arrive sur un enfant, le premier réflexe devrait être de savoir, est-ce que d'abord, qu'est-ce qui a fait que l'enfant a échoué? Et dans 80% des cas, ça vient des parents. Soit ils l'ont mal orienté, soit ils n'ont pas été attentifs, soit ils ne l'ont pas encadré, soit ils ne l'ont pas suffisamment guidé. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans cette société burkinabé que je connais bien, les enfants, quand on les met à l'école, ils sont laissés avec les maîtres et les professeurs, et là où c'est encore mieux, avec les répétiteurs. Or, moi j'ai fait l'expérience avec quelques-uns de mes enfants. Quand moi-même je m'assois pour expliquer quelque chose à l'enfant, dans sa tête déjà l'enfant se dit, mais si papa se met avec moi pour faire mon exercice, c'est que c'est très sérieux. Le conditionnement n'est pas le même. Ensuite, si c'est vous et votre épouse qui aidez votre enfant, il y a de forts pourcentages que vous arrivez à cerner les limites de l'enfant. Parce que les limites de l'enfant sont inscrites en vous-même. Moi, j'étais par exemple un élève étourdi et je retrouve ce trait-là par exemple chez certains de mes enfants. Donc,
Sur ceux, par exemple, qui je remarque l'étourdissement, je dis, mais ça m'est arrivé à moi aussi. Voilà ce que tu peux faire pour éviter cet état de fait. Un répétiteur ou un maître, il ne peut pas déceler. Il ne peut pas déceler ça. Ouais. Il ne pourra jamais déceler ça. Donc, ce que vous préconisez, c'est que les parents connaissent leurs enfants. Que les parents s'intéressent sincèrement au cursus scolaire de leurs enfants. Même si là où leurs enfants veulent s'orienter, ça ne leur plaît pas. Non, ça ne peut pas forcément leur plaire. Parce que on ne peut donner que des guides aux enfants. On ne peut pas, par exemple, moi je suis ingénieur. J'aurais aimé, par exemple, que un de mes enfants fasse ingénieur. Mes enfants ont choisi de faire complètement autre chose. Et j'approuve. Parce que, quand je regarde leur note, comment ils travaillent en classe, je sens qui s'intéresse ou qui a des aptitudes à faire quoi. Le cas s'est passé avec une de mes filles qui a eu le BPC et qui, dans l'enthousiasme, est allée en seconde C. J'ai dit à sa mère, je ne suis pas en train de faire une mauvaise prophétie, mais ce n'est pas sa voie. Telle que je la pressens structurée, elle serait beaucoup plus apte à faire de la gestion qu'à faire des mathématiques et de physique. Elle me dit, mais pourquoi? Je dis, non, je fais les exercices avec elle. Je sens qu'elle n'est pas matheuse, elle n'est pas physicienne. Mais ce que vous dites là, c'est intéressant parce qu'il y a des parents qui font ces prophéties-là, mais ils ne font pas leurs exercices avec leurs enfants. Donc, en fait, ils envoient l'enfant dans un domaine que l'enfant n'a pas choisi, que eux, ils estiment que l'enfant doit être, ou l'enfant doit être plutôt. Et ils se retrouvent malheureux. Mais ça me paraît tellement évident parce que si vous êtes apte, l'enfant par exemple a des aptitudes à faire de la littérature, s'intéresse à l'art, à l'histoire, et vous lui dites d'aller faire de la chimie, vous l'envoyez à l'abattoir. Même si vous pensez que les chimistes sont les grands de ce monde, votre enfant n'est pas apte à faire de la chimie. Mais ça revient encore à notre thème, parce qu'il y a des métiers où les parents envoient leurs enfants parce que là-bas il y a l'argent. Ah, l'argent. En fait, ça revient au concept encore d'échouer et de réussir. Tu as réussi si tu fais. On connaît tous les métiers où, bon, si tu fais ce métier-là, voilà. Vous savez, souvent, on répercute nos échecs ou nos envies qui n'ont pas marché sur les enfants. C'est quoi l'argent? C'est peut-être que il faut bien se poser la question. Si vous regardez bien, tous ceux qu'on dit riches ou qui ont de l'argent, je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique, l'argent est comme, mon propos risque d'être sexiste, mais l'argent c'est un peu comme une belle fille ou comme des belles femmes. Les femmes, tout comme les hommes du reste, s'intéressent aux gens qui ont du succès. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, mais les stars, si vous faites la cour à une fille en même temps que quelqu'un qui est renommé, qui est un star et tout ça, vous avez beaucoup plus de chances de perdre. L'argent, c'est pareil. L'argent ne pousse que sur une vertu. L'argent honnête ne pousse que sur une vertu. C'est comme une belle fille. Et elle pousse, soit vous avez un pouvoir, soit vous avez un savoir. Mais en tout cas, quelqu'un qui chante bien, par exemple, va finir par devenir riche parce qu'il va vendre des disques. Quelqu'un qui écrit des bons romans va finir par devenir milliardaire parce qu'il va vendre des livres. Ok? Et quelqu'un qui sait, par exemple, organiser des bonnes conférences deviendra riche parce que les gens viendront à ces conférences, etc. Quelqu'un qui sait préparer du poulet, comme les gars de KFC, finira par devenir milliardaire parce que c'est-à-dire que vous créez une valeur autour de vous qui intéresse les gens et les gens viennent en échange de votre
la valeur que vous avez créée, vous donne une partie de leur adhésion, de leur pouvoir. Maintenant, oui. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui, quand ils vous voient dans votre véhicule, ils disent, mais lui, il a réussi. Il doit être comblé, il ne doit pas avoir de problème. Oui, je vais répondre à votre question en terminant la première question. Donc, ceux qu'on croit qu'ils ont eu l'argent là, ils ont exploité simplement à fond leur talent. Simplement. Donc, quelqu'un dont on décèle le talent et qu'on le laisse exploiter son talent à fond, finit par devenir riche. C'est une certitude mathématique. Si vous savez bien laver les habits et que vous faites comprendre aux gens que vous lavez les habits, tout le monde vous amènera son habit pour laver. Et à force de faire ça, vous finirez par avoir plus d'argent que les gens moyens. Pour répondre maintenant à votre deuxième question, quand les gens vous voient passer, on dit lui il a l'argent, machin, tout ça. Ceux qu'on croit qu'ils ont réussi, pour moi, c'est des... Excusez-moi, je vais être dur, mais c'est des pauvres types. Parce que une bonne salade, ce n'est pas que de la laitue, ce n'est pas que de l'oignon, ce n'est pas que de la tomate. C'est un bon mélange de salade, d'oignon, d'huile, de tomates, de courgettes, mettez tout ce que vous voulez. Tout cela bien mélangé qui donne une bonne salade. Vous mettez des courgettes dans votre salade? Ça peut arriver. Okay, vous bien bouillir des courgettes et puis on coupe, on ajoute. Vous savez que les recettes ne sont pas figées. Ouais. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui brille comme les champions, comme même les chefs d'État, ils ont sacrifié d'autres choses. Si vous grattez là, vous allez voir qu'ils sont minables dans tous les autres, beaucoup de domaines de la vie. Soit ils ne sont pas sociables, soit ils ont abandonné leurs femmes et leurs enfants. Il y a des sacrifices à faire. Ils ont sacrifié des choses. Il existe une catégorie d'individus qui n'intéressent pas les gens, qui ont réussi un peu à tout équilibrer et qui vivent bien et qui sont heureux. C'est ça que moi je conçois d'appeler la réussite. Mais derrière le bling-bling qu'on voit, ou l'image, quand vous voyez quelqu'un qui passe dans une belle voiture, toujours bien habillé et tout ça, il se cache de la misère, il se cache de combats qu'on ne montre pas. Donc, souvent, tous ceux qui sont riches ne sont pas forcément heureux. Je suis tenté de dire que la grande majorité des gens qui sont riches ne sont pas heureux. Le problème, c'est qu'ils ne le disent pas aux autres. Ils ne le disent pas à ceux qui ne sont pas riches. Et même s'ils venaient à le leur dire, ils ne les croiraient pas. Ouais. Parce que être riche pour devenir riche n'a pas de sens. Il faut trouver cet équilibre-là qui fait que la richesse, plus autre chose, fasse un équilibre dans votre vie. Et c'est cette forme d'équilibre-là, cette forme d'harmonie-là qu'il convient d'appeler le bonheur, être heureux. Sinon, vous connaissez par exemple des gens célèbres, des riches qui se sont suicidés. Bien sûr. Alors, donc, quand vous voyez les gens qui vous font envie, dites-vous que ce qui vous fait envie là, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Les 9 dixièmes sont constitués d'une douleur qui ne diffuse pas tous les jours. Et même s'ils venaient à le dire, il y a peu de gens qui leur croiraient. Et pour vos enfants, Oui. Est-ce que vous pratiquez le chantage à l'échec comme vos parents l'ont fait pour vous? Non. J'ai compris depuis longtemps que c'est pas vendeur. Ça ne marche pas? Non. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais même institué une prime aux notes. Si tu m'amènes plus de 14, c'est 100 francs. 100 francs. Mais si tu as une note en dessous de 8, c'est moins 100 francs. Ah, il doit vous donner. Non. On fait la comptabilité et puis à la fin du trimestre, on se paye le solde. Ah, d'accord. Ok? Donc,
on prend toutes les notes. Si tu amènes une note au-dessus de 4, c'était 12, au-dessus de 12, 12 par exemple 13 c'est 100 francs, 14 c'est 200 francs, etc. J'ai mis un barème comme ça et puis j'ai dit en dessous de 10, voilà aussi c'est dégressif. Donc, je ne donne pas l'argent immédiatement. On écrit, tu amènes le devoir de mathématiques, c'est 13, plus 100 francs. Tu amènes une autre note, c'est 9, moins 100 francs, ainsi de suite. Je me suis rendu compte que ça, c'était plus vendeur que de faire planer sur des prophéties négatives sur l'enfant. Si tu échoues, tu vas rater ta vie. Vous dites des malédictions sur votre enfant et tous les esprits mauvais peuvent s'emparer. L'enfant même peut dire, de toute façon, papa a dit que, maman a dit que je vais échouer, je suis bonne à rien. Non. Chaque enfant est un diamant. Moi, ce que j'ai dit, vous avez la capacité d'arriver. La différence, ça se passe seulement dans votre tête. Si vous pensez que vous allez devenir vous pouvez devenir ce que vous voulez devenir. Il y a les aptitudes, certes, mais ça ne suffit pas. D'ailleurs, les plus beaux succès, si vous regardez les gens qui souvent brillent, ne sont pas forcément des génies. Les plus doués, hein, c'est ceux qui ont le plus travaillé. C'est ceux qui ont le plus travaillé. Il n'y a rien sur Terre qui résiste à l'effort constant et permanent. Constant et permanent. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Il n'y a rien qui résiste à l'effort constant et permanent. Prenez par exemple de l'acier et faites tomber une goutte d'eau. Sur l'acier constamment. Toutes les secondes. Ça va. Pendant 5 ans, vous allez voir que ça aura fait un trou. Bien sûr. Voilà. C'est pareil. Donc, je ne vais pas citer des passages de la Bible. Non, allez-y. Mais, même de manière biblique, Jésus dit dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 7, verset 7, tapez et l'on vous ouvrira. Frappez. Demandez et on vous donnera. Car qui frappe, on lui ouvre, et qui demande, on lui donne. C'est pareil. Si vous avez un objectif, concentrez votre objectif, votre effort sur votre objectif. Quand je dis l'effort, c'est à la fois spirituel, matériel, etc. Si vous, aujourd'hui, M. Abdel, vous dites, moi je suis architecte, je suis entraîneur de football, mon objectif, c'est d'être, par exemple, un jour l'entraîneur des étalons. Ordonnez toute votre énergie à cet objectif s'il vaut la peine. Mais si demain, vous constatez que votre ami est devenu un chantre de la construction, où il dessine de beaux bateaux, et vous vous détournez de votre objectif pour faire comme lui, il va sans dire que vous avez pris du retard par rapport à votre objectif de départ. Moi, je dis souvent à mes enfants, il ne faut pas viser les étoiles, ça ne sert à rien. Il faut viser la lune. Même si vous ratez la lune, il y a de fortes chances de décrocher les étoiles. Mais si vous visez les étoiles et que vous échouez, bon, vous pouvez décrocher que le vide. Donc, il n'y a rien qui résiste à l'effort constant et permanent. Tous ceux qui se sont concentrés sur une même activité, même après plusieurs échecs, finissent par briller. Parce que le métier finit par se révéler à eux. Mais je pense que ça, c'est un formidable mot de la fin. Et bon, on va quand même vous demander le mot de la fin. Et j'ai oublié de vous dire au début que comme vous êtes le premier invité de la nouvelle saison, ça vous fait automatiquement le parrain de l'émission. Pour cette nouvelle saison-là. Donc maintenant, votre mot de la fin. Alors, moi, pour dire à vos auditeurs, moi, je veux qu'on exorcise l'échec. Quand je dis exorciser l'échec, il ne faut pas accorder à l'échec plus de valeur qu'elle n'a. L'échec est une opportunité. L'échec, j'allais dire entre griffes, peut être une chance. Parce que l'échec nous révèle une partie de nous-mêmes. Quelquefois les parties obscures de nous-mêmes. L'échec peut nous révéler nos insuffisances. L'échec peut nous révéler notre inaptitude. L'échec peut simplement nous faire comprendre
que notre désir n'est pas adapté à notre capacité ou à notre situation. Donc, il devrait être quelque chose sur lequel on s'assoit pour mieux rebondir, comme une balle, plutôt que pour nous aplatir. Il n'y a que les hommes qui osent, qui échouent. Et la plupart des gens qui se moquent de ceux qui échouent n'osent pas tenter. Et ça me rappelle une histoire que j'ai vécue en début de ma carrière avec mon patron. On est allé à l'Union européenne, ça s'appelait le FED en ce moment, pour une réunion. Et quand on est arrivé avec mon patron, on a salué les gens, il y avait un certain nombre autour de la table, et il y a un monsieur qui a dit « Ah, c'est vous, monsieur Intel, c'est vous qui avez fait le barrage de tel pays, de telle ville, et puis ça s'est cassé là. » Comme ça, d'emblée, alors qu'on partait pour négocier un projet. Moi, j'ai commencé à mélanger les pieds derrière mon patron et tout ça. Il s'est assis. C'est à vous il s'adressait? Non, à mon patron. Ah, ok. Moi, je venais de commencer, je n'avais même pas encore fait un barrage pour qu'il se casse. Et mon patron qui s'assoit, il dit « Oui, je suis monsieur Intel, c'est vrai. J'ai fait le barrage de telle région qui s'est cassé. On a d'ailleurs compris pourquoi ça s'est cassé. Mais j'ai fait d'autres qui fonctionnent, qui marchent bien. » Et il s'est mis à citer les barrages qu'il a construits qui marchaient. Et à la fin, il dit « Vous avez fait quoi et puis ça n'a pas marché? Citez-moi un seul barrage que vous avez construit, même qui n'a pas marché. » Le monsieur se tait, confie, dit « Ouais, vous ne risquez pas d'échouer puisque vous n'entreprenez pas, vous n'essayez pas. » Celui qui échoue a déjà au moins le mérite de commencer. Et l'échec fait partie des ingrédients du succès. C'est pourquoi je vous ai dit que si vous réussissez, du coup, vous devez vous inquiéter. Parce que c'était un coup de poker. Donc, le mot de la fin doit dire que chaque fois, je dirais que chaque fois que vous échouez, vous êtes sur la bonne voie. Merci. Merci d'avoir écouté. Et si cette émission vous a plu, je vous donne la permission de la télécharger et de la partager avec vos proches. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube notamment, pour plus d'entretiens dans ce genre. Nos invités sont curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce qu'ils ont eu à dire. Donc laissez-nous vos réactions sur le WhatsApp de l'émission au 0033 6 19 88 45 88. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.